Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 14. Le démon jaune. À la sortie de la mine, au fond de laquelle il laissait le pauvre Jean d'Entrevaux voué aux tortures de la pire agonie, le Japonais s'était embarqué pour l'Amérique. Déjà, dans tous les ports du littoral, le gouvernement rassemblait les futurs émigrants, le matériel de campement, tout ce qui devait servir à ravitailler les colons. Avant tout, il allait falloir occuper les espaces libérés et organiser leur mise en valeur. Des villes s'élèveraient d'abord, recevant tout de la métropole, qui s'assurerait ainsi des créances, recouvrables sur les futurs bénéfices. En même temps, se débarrasserait-on des stocks en surproduction. Des armées d'ingénieurs techniques attendaient, prêtes à rayonner sur le sol vierge, pour étudier, signaler les mines, les lacs propices aux pêcheries, les plaines qu'il serait possible d'ensemencer. Or, pour parcourir cette immensité abandonnée par les eaux, précisément tous les moyens de communication allaient manquer. Le soir même de l'arrivée du jaune, le ministre de la Marine ordonnait la mobilisation de la flotte, et quelques jours après, cuirassés, croiseurs et torpilleurs quittaient leurs différents ports d'attache pour des destinations inconnues. Chaque commandant emportait avec lui un pli cacheté, qu'il ne devait ouvrir qu'en pleine mer. Alors seulement, il connaîtrait le point exact où il devait conduire son bâtiment. Depuis des années, la prévoyance de l'amirauté japonaise avait envisagé l'événement et imaginé le système suivant. Il fallait disséminer à la surface du Pacifique les flottes japonaises et américaines, de telle sorte qu'au moment où la disparition des eaux les laisserait à sec, les vaisseaux échoués à faible distance les uns des autres formassent entre le continent américain et les îles japonaises une triple chaîne de relais. On devait de la sorte réaliser une prise de possession rapide du plus vaste des océans asséchés, en même temps qu'on assurerait la continuité des communications entre l'Amérique et le Japon d'une part, et d'autre part entre l'Europe et l'Amérique, par la Sibérie et la Russie. Quelques navires détachés des deux flottes devaient pareillement occuper la mer du Japon, les mers jaunes et orientales et les zones de l'Atlantique que l'Amérique entendait revendiquer. Tel était le plan japonais que le gouvernement américain avait adopté d'enthousiasme. Mais le mystérieux départ d'une aussi formidable armada, les navires de commerce, les paquebots et les transatlantiques avaient eux-mêmes été réquisitionnés, était de nature à affoler l'opinion publique. Selon la version la plus communément acceptée, cela ne pouvait présager qu'une guerre menaçant l'Europe. En prévision d'un coup de main, les Européens alarmés réclamèrent le rappel de leurs navires et la mise en état de défense de tout le littoral. Pour ne pas se trouver pris dans le conflit, les navires africains et océaniens demeurèrent à l'abri dans leurs ports, et le monde entier attendit avec angoisse les événements. Et brusquement, le coup de théâtre se produisit, affolant l'humanité. En l'espace de 3 semaines, l'immense nappe d'eau qui recouvrait les 2/3 du globe disparut comme par enchantement. Pourtant, d'immenses lacs et de véritables mers subsistaient dans les fosses. Déjà, la colonisation commençait. La foule des émigrants américains, enthousiasmés par l'audace de cette colossale entreprise, s'était ruée vers les espaces libérés, sous la conduite de ses chefs. Les relais établis facilitaient le ravitaillement, et les vaisseaux échoués, jalonnant l'espace, traçaient la route de l'immigration. D'ailleurs, ces relais eux-mêmes étaient reliés entre eux par un double service d'automobiles et d'aéroplanes, qui maintenait un contact constant avec le continent américain. Kasuga pouvait être fier de son œuvre. Mais l'ivresse de son triomphe était empoisonnée par une inquiétude. Seul, de toutes les nations, le Japon demeurait sourd à l'appel de la TSF. Et ce silence était d'autant plus inquiétant quand tous les points du globe ont signalé un formidable réveil de l'activité volcanique. Les cratères, éteints depuis des siècles, s'étaient réveillés.
Des bouches nouvelles s'étaient ouvertes et crachaient leur lave, avec une furie qu'expliquaient aisément les savants, partisans de la théorie du feu central. Connaissant la constitution du sol japonais, Kasuga pouvait craindre que là plus qu'ailleurs, le cataclysme n'eût multiplié ses ravages. Il lui tardait d'être rassuré et aussi de revoir Susanna de Glandève. Il décida donc de partir et de rallier Tokyo. Un aéroplane, monté par le Japonais et un de ses compatriotes, entreprit de franchir le Pacifique, entre San Francisco et Yokohama. Et cette traversée s'annonçait sans incident, lorsque Kasuga aperçut l'épave qu'entouraient les fugitifs de Tokyo. Tout d'abord, il la prit pour un des navires relais, mais un simple coup d'œil sur la carte dont il était muni le détrompa. Il pensa alors que ce pouvait être un bâtiment de commerce ou de pêche. Pour s'en assurer et reconnaître la situation de ces naufragés d'un nouveau genre, le Japonais descendit en vol plané. Grandes furent sa surprise et sa colère quand il reconnut Jim Sandy et ses compagnons. « Ils se sont donc échappés !» grogna-t-il. Aussitôt il ricana. « Est-ce qu'on s'évadait ainsi de son étreinte ? Il saurait bien les reprendre et leur prouver qu'il n'était pas d'endroit au monde où l'on pût se dire à l'abri du pouvoir et de la volonté du docteur Kasuga. » Puis, la vue de Susanna vint modifier ses projets. Il songea qu'en l'isolant de ses compagnons, il couperait court aux velléités de résistance que son plan pourrait rencontrer. Il remonta donc dans le ciel et feignit de s'éloigner. La nuit venait, favorable à l'accomplissement de son plan. Grâce à ses voiles, il atterrit à peu de distance de l'épave, laissa l'aéroplane sous la garde du pilote et s'avança. Déjà, sur les débris du pont, les naufragés dormaient. Seule Susanna, attirée par les poissons lumineux comme la phalène par la flamme, était descendue vers la féerie des lueurs. Kasuga en profita aussitôt. Sournoisement, sans bruit, il retira l'échelle improvisée par les marins, s'assura qu'à son défaut, la descente serait impossible et qu'il tenait bien à sa merci, celle dont il rêvait de faire son épouse, et brusquement, sortant de l'ombre, il surgit devant elle. « Miss Susanna, murmura-t-il avec un hideux sourire, je vous présente mes hommages. » La jeune fille jeta un cri d'épouvante. « Pourquoi cette frayeur ?» demanda Kasuga, feignant d'être douloureusement affecté par l'attitude de mademoiselle de Glandève. « Ne suis-je pas le plus respectueux de vos admirateurs ? » « Que me voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Susanna d'une voix mal assurée. L'ironie pétilla dans les yeux du Japonais. « Par hasard, riposta-t-il. « Tout à fait par hasard, je l'affirme. Mais je proclame que c'est un heureux hasard. Ah, Miss, ce n'est pas gentil d'avoir profité de mon absence pour prendre la clé des champs. »« Étions-nous donc vos prisonniers ?» lança superbement la jeune fille, dont les yeux étincelèrent. Kasuga n'était pas homme à se démonter. Il ne demandait d'ailleurs qu'à jeter le masque et à se montrer tel qu'il était, implacable et tout-puissant. Un maître bien plus qu'un amoureux. « Pas tout à fait, » répliqua-t-il. « Pas tout à fait, jolie miss. Quoiqu'il y ait entre nous des liens que vous ignorez encore. » « Quels liens ? Ce sont des liens de soie, de simples rubans roses qui deviendront bientôt les chaînes légères et fleuries de l'hymen. Souvenez-vous, miss, que j'ai sollicité la joie de vous épouser. »« Je m'en souviens, et mon père et mon grand-père vous ont éconduit, » répliqua Susanna. « Dois-je vous apprendre que je suis fiancée à Jean d'Entrevaux et que je l'aime ? » ?»« Dites que vous l'aimiez, miss. Jean d'Entrevaux est mort. » La jeune fille poussa un cri de désespoir. « Misérable !» clama-t-elle. « Vous l'avez tué. »